Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Comme premier sujet, on va vous parler d'une grande dame qui a été honorée par la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je parle de Mme Margot Faneuf. Une rue porte en fait son nom dans le quartier Saint-Luc. Et pour nous en parler, j'ai deux invités. Mme Marie-Ève Hébert, qui est membre du comité de toponymie de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, aussi membre de l'équipe de communication de la ville. Bonjour. Et M. Michel Faneuf, qui est le fils de Margot Faneuf, que vous connaissez très bien parce que c'est un ancien journaliste du Canada français. Donc, bienvenue à l'émission. Merci. Bien, d'abord, la première question va s'adresser, on va se tutoyer parce qu'on se connaît bien, va s'adresser à toi, Michel. Parle-nous un peu de ta mère. Pourquoi elle mérite cet honneur d'avoir une rue à son nom à Saint-Jean-sur-Richelieu? Bien, ma mère a commencé par être infirmière. Elle s'est mariée, elle a eu 5 enfants. Et puis, après avoir élevé ses enfants, elle a décidé de retourner aux études. C'est à ce moment-là qu'elle a fait, premièrement, une maîtrise en éducation et en nursing et un doctorat. Puis là, après ça, elle s'est mise à écrire beaucoup, à publier des livres sur le nursing, puis surtout en orientant beaucoup de ses écrits sur l'humanité, la compassion envers les patients. Mm-hmm. Entre autres, elle a écrit un livre qui s'appelait « La relation soigné-soignant », dans lequel, justement, elle met l'accent sur tout le côté humain et tout ça, l'empathie qu'il faut que les soignants apprennent un petit peu. C'est pas juste des cas, c'est des êtres humains. Alors, elle est devenue... elle a publié beaucoup de choses, justement, qui ont un petit peu rendu... C'est beaucoup distingué, par son humanité, tout ça. En fait, plusieurs de ces livres sont devenus des livres de référence dans le secteur. Oui, il y en a encore aujourd'hui, même si la science et puis la médecine évoluent beaucoup, il y a encore certains de ces livres qui sont d'actualité. Mm-hmm. Et puis, elle est... par contre, elle a toujours travaillé un petit peu dans l'ombre, dans le sens que... Moi, je me souviens d'elle, elle travaillait presque du matin au soir. Mm-hmm. Et puis, elle s'occupait de ses enfants, elle s'occupait de gens, souvent. Là, elle était très gentille, mais aussi très humble. Et puis ça, c'était... elle a accompli une tâche assez colossale, mais les gens ne le voyaient pas beaucoup. Aujourd'hui, maintenant qu'elle n'est plus là, on prend un peu plus la mesure de tout ce qu'elle a pu faire. Et ensuite de ça, au fil de tout son travail, elle a été appelée à aller enseigner en Europe. Elle a enseigné en France, elle a enseigné au Portugal, elle a enseigné même au Maroc, toujours en soins infirmiers puis en soins de santé. Et puis, c'était toujours dans des grandes universités, tout ça. Alors, elle est devenue une espèce d'incontournable et puis de personne de très en vue. Mais par contre, elle continue à travailler très pas loin, puis c'était pas quelque chose qui... Elle faisait pas ça pour ça, bref. Oui, c'est ça. Je vais revenir d'ailleurs plus tard dans l'entrevue sur une expérience, en fait, un cas vécu. Là, je discutais de ça avec M. Meunier, d'un témoignage de quelqu'un qui a très bien connu votre mère. Avant d'en parler, je me tourne vers vous, Mme Hébert, pour nous expliquer un peu, après ça, là, on connaît le parcours de Mme Faneuf. Mais après ça, qu'est-ce qui amène la ville à honorer ce genre de personnes, dont Mme Faneuf en particulier? Pourquoi le comité de toponymie a décidé donc de baptiser une rue en son nom? En fait, comme le disait M. Faneuf, toute son expérience est vraiment remarquable. Quand on honore quelqu'un au niveau de la toponymie, dans ce cas-ci, c'était pour le nom d'une rue, et on cherche à avoir un personnage qui illustre les valeurs joannaises, qui nous rend fiers, qui va être capable aussi de rappeler aux gens comment on accomplit beaucoup de chez nous, des gens ici qui se démarquent. Donc, on cherche des personnalités de ce type-là. C'était vraiment, dans ce cas-ci, tout indiqué. On cherche aussi, dans le fond, quand le comité est saisi d'une demande, on regarde géographiquement le lieu. Donc, où se situe la rue à renommer. Dans ce cas-ci, eh bien, la rue à renommer était dans un secteur où la thématique toponymique est le volet inventeur-sciences. Donc, il y a une rue qui s'appelle Marie Curie, Louis Pasteur. On essaie de faire un heureux mariage entre un nom qui est significatif et le lieu. Donc, ici, toutes les conditions étaient réunies. Puis c'est quand même un processus en plusieurs étapes. Donc, c'est dans le secteur du Club des légendes, pour la rue de la Fortification, qui a été rebaptisée, un secteur de cette rue-là, donc qui a été rebaptisé au nom de Mme Faneuf. Effectivement, la rue Margot Faneuf relie le boulevard de la Mairie et la rue Léger. Oui, c'est ça. Donc, ce que vous me dites, c'est que la personne honorée ne doit pas avoir nécessairement habité
le secteur pour qu'on honore la rue en son nom, c'est ça? Là? Effectivement, il y a plusieurs critères, puis c'est la beauté du travail effectué par le comité de toponymie de faire cette recherche-là pour que vraiment il y ait une réelle réflexion qui est faite, puis il y a plusieurs considérants qui peuvent être en cause. Donc là, ici, des fois, ça se peut que la personne habitait dans le secteur, des fois, il y a d'autres éléments qui guident le comité, mais là, ici, on avait un beau mariage vraiment avec la thématique du secteur. Ouais. Lors de la présentation, je discutais avec M. Jérémy Meunier, qui est le président du comité de toponymie, et il me parlait de l'impact de votre mère. Il me parlait, elle était enseignante là, au cégep de Saint-Jean, et par hasard, il reconduisait une étudiante ou quelqu'un qui était au cégep de Saint-Jean, et il a simplement mentionné le nom de votre mère, et elle s'est mise à pleurer, cette personne-là, parce qu'elle lui a dit, si vous saviez tout le bien qu'elle m'a fait et ce qu'elle m'a apporté. Et lorsqu'il m'a raconté ça, bien, ça indique, je pense, l'impact que votre mère a eu sur les gens de la région et probablement un peu partout, puisqu'elle a enseigné en Europe également. Oui, c'est une des choses que nous, que les gens de son entourage retiennent encore aujourd'hui, c'est son empathie. C'est quand sa mère était au centre Georges Faneuf, qui était en fin de vie, ou enfin, elle a passé les dernières années de sa vie là. Elle allait la voir tous les jours. Et puis, il y avait souvent des gens, des personnes âgées qui se promenaient ou qui avaient... Puis certaines avaient des problèmes, il y en avait qui étaient un petit peu confuses, tout ça. Mais elle sortait, puis elle allait les reconduire au poste des infirmières, tout ça. Elle était vraiment très, très, très... comment dire? Elle était toujours proactive, justement, là, pour aider les gens. Puis, elle ne le faisait pas parce qu'elle recherchait de la reconnaissance ou tout ça. Elle retournait dans sa chambre, puis elle s'occupait de sa mère. Puis, c'était comme on dit, c'était that's it, that's all. Mais, alors, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'empathie, beaucoup d'humanité. Je pense que dans le domaine de la santé, c'est quelque chose qu'on recherche beaucoup. Oui. Et puis que malheureusement, des fois, on ne rencontre pas. Alors, je pense que des personnes qui font preuve de ça, il y en a quand même beaucoup, mais quand on est surtout en situation de maladie, tout ça, on apprécie d'autant plus que les gens prennent soin de nous puis soient humains avec nous autres, pas juste un numéro. Bon. Vous avez dit beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous retenez, justement, de la carrière et du passage de Mme Faneuf avec nous? Moi, c'est son travail infatigable. Quand elle est retournée aux études, ça c'était dans la fin des années 60, bien, elle faisait certaines de ses tâches ménagères, mais elle travaillait. Je me levais le matin, elle était au coin de la table, puis elle travaillait. Et c'était pas fréquent à cette époque-là, ce genre de vie-là. Non, c'était pas fréquent. Et puis après ça, bien, elle est entrée à l'université. Mais elle a toujours travaillé. Je l'ai toujours vu travailler. Puis même quand elle était elle-même très malade, elle était dans un centre d'accueil à la Prairie, parce qu'à Saint-Jean, il y avait des problèmes de place. Et puis, elle continuait à travailler. Elle était installée, elle avait un fauteuil, puis elle avait son ordinateur, puis elle continuait à travailler. Puis, alors, elle n'a jamais arrêté. Alors, c'était vraiment, là, je ne dirais pas petit train va loin, mais c'était toujours du travail, puis tout ça. Ça a donné 25 volumes qu'elle a signés. Puis, des fois, c'était en collaboration avec certaines de ses consoeurs. Là, je pense entre autres à Claire-André Leclerc, je pense entre autres à d'autres personnes. Alors, il y a des gens elle a travaillé en collégialité avec beaucoup de monde aussi. Ouais. Alors, c'était une personne qui était très, 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 très ouverte, très... C'était pas un mauvais caractère, là, du tout. Puis elle ne recherchait pas les honneurs. Au contraire, c'était très correct si elle travaillait, si elle n'était pas, trop connue ou trop reconnue. Vous avez hérité un peu de ce côté-là, un peu? C'est la valeur de l'exemple. Et quel exemple? Donc, en fait, le fait d'honorer Mme Faneuf, je pense que ça s'inscrit aussi dans une volonté là, du comité de toponymie d'honorer plus de femmes à l'avenir pour
pour des rues ou des lieux comme ça à Saint-Jean-sur-Richelieu? Oui, en fait, la Ville, on a une banque de noms potentiels sur laquelle on se base pour identifier des rues ou des bâtiments. Dans le fond, quand on avait fait le sondage, si vous vous rappelez, pour le nouveau nom du Pont-Gouin, il y avait beaucoup de noms qui avaient été suggérés par rapport à la population, puis il y avait beaucoup de noms de femmes. C'est un commentaire qu'on avait reçu, donc, justement, c'est une volonté, oui, qui s'inscrit. Puis quand on voit le parcours de Mme Faneuf, comment elle n'a pas été inspirée par une femme comme ça, puis un devoir de mémoire aussi pour celles qui ont ouvert la voie aux autres. Oui, et c'est très particulier, là, parce que moi, je pensais, et ça m'a un peu surpris, mais en même temps, en réfléchissant, je me dis, bon, non, finalement, non, mais c'est quand même, c'est pas commun là, qu'on rebaptise un nom de rue pour rendre hommage à quelqu'un. Moi, je pensais que ça se faisait de façon plus régulière, mais c'est très, très rare là, qu'on fait ce genre de choses. Effectivement, c'est pour un nouveau nom de rue, c'est souvent dans le cadre d'un nouveau développement résidentiel. Si on regarde dans l'histoire récente, la dernière fois où on avait inauguré un nom de rue, c'était en 2023, la rue Bernard-Dussault. Puis on suit vraiment le rythme du développement résidentiel. À la dernière séance du Conseil, il y a eu une résolution pour désigner 4 nouveaux noms dans le coin de la rue Kelly. Donc, à ce moment-là, bien, il y a certaines occasions qui sont là, mais on peut aussi, à l'occasion, nommer des bâtiments. On l'avait fait pour la piscine Aurélie-Rivard, si vous vous rappelez. Oui, exactement. En terminant, j'ai senti une certaine fierté des membres de la famille, aussi de la communauté, des gens qui étaient là à la cérémonie, une espèce de fierté là, de rendre hommage à Mme Faneuf. Je pense que j'ai très bien senti ce sentiment-là. Hein. Oui, effectivement. C'est drôle parce que au moment où on a appris que la Ville allait nommer une rue en l'honneur de Mme Faneuf, on était très heureux, on était très, très fiers, tout ça. Puis, quand on est arrivé au moment de l'inauguration, puis là, on voit le poteau avec Margot Faneuf installé. Là, la fierté a pris, non pas un autre sens, mais une autre dimension. On se dit, ah ouais, c'est bien trop vrai, c'est comme ça. Alors là, on était très heureux de ça, puis on était très heureux aussi de la façon dont ça s'est fait. Je pense que la Ville a bien fait les choses, puis en tout cas, on est très... Puis le choix à part de ça, là, parce qu'il nous expliquait qu'il y avait la rue, il y avait les fortifications, ça se divisait comme en 2 segments, et que ça portait à confusion. Là. En même temps, c'était joindre l'utile à l'agréable, puis moi, je pense que c'était très bien. Oui. J'aimerais juste souligner une toute petite chose. Oui, allez-y. L'initiative de la Ville a été excellente. Et puis, au moment où, après le décès de Mme Faneuf, de Margot, de notre mère, là, il y a son filleul, André Delage, qui a entrepris des démarches pour justement faire nommer quelque chose en l'honneur de Margot Faneuf. Et puis, à ce moment-là, la toponymie ne pouvait pas intervenir, tout ça. C'était en 2020-2021. Et alors, il avait nommé... fait une fresque dans la nouvelle résidence pour aînés, là, celle qui... Et puis, c'est un petit peu ce qui a lancé les démarches. surtout les idées. Les idées, OK. Un petit peu de mettre une petite idée. Oui. Alors, je voulais juste le remercier parce que il a vraiment cru au projet. Puis, je suis sûr qu'à ce moment, il n'est pas au Canada, il est en voyage, mais je suis sûr qu'il doit être très, très, très heureux de ce que la Ville a fait, là, justement, pour ça. Je pense qu'on voit que les gens ont écouté, ont été à l'écoute, puis en même temps, bien, ils ont agi. Puis je pense que ça, c'est bien. On peut dire maintenant que votre mère est immortelle. Oh oui. Merci infiniment de vous s'être déplacé. Et puis, c'est un hommage fort mérité. Merci beaucoup. Merci, Émile. On revient après la pause. Le temps adepte du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Bonjour, je m'appelle Megan. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Parfois, je dois faire les choses différemment. C'est l'Association des amputés de guerre qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées.
Tout ça est possible grâce à la générosité du public. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, en collaboration avec Patrimoine l'Acadie, présente vraiment quelque chose de fort intéressant au presbytère de l'Acadie. On va en parler avec deux personnes, soit Mme Sandrine Riom, qui est régisseur à la culture à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, et Mme Françoise Dancause, qui est directrice générale et artistique à la Cargaison Collectif Créatif. Bonjour. Bonjour. Bien, d'abord, on va s'adresser à vous, Mme Dancause, peut-être nous parler de ce projet-là. Qu'est-ce que c'est exactement là, qui sera présenté au presbytère de l'Acadie? Oui, bien en fait, c'est un projet entre le patrimoine et l'histoire, entre le numérique et l'histoire, entre l'innovation également. C'est la présentation de 3 personnages marquants de l'histoire de l'Acadie qu'on a ajustés, qu'on a créés justement en meta-human. Donc, on a utilisé des technologies quand même innovantes pour travailler une œuvre artistique qui est dévoilée justement à l'Acadie puis qui présente l'histoire locale. Bon, c'est une initiative de la Ville, je pense, en collaboration avec le ministère de la Culture. Pourquoi exactement faire ce genre de projet-là? Ouais. Bien, en fait, tous les projets qui sont initiés par la Ville sont orientés un peu par la politique culturelle qu'on a depuis 2022. Puis, on a le désir de favoriser l'exploration des nouvelles tendances, des nouvelles technologies par nos artistes et nos organismes. On veut aussi stimuler la recherche artistique. Puis, on a aussi le désir de trouver des nouveaux modes de diffusion qui sont un petit peu plus actuels pour mettre en valeur là, notre patrimoine puis notre histoire. Ouais, vous parliez de la technique, là, vous l'expliquez lors de votre présentation. C'est un peu la technique avatar, si on veut. Là. Exactement, mais en mode local, ouais. Québécois, dans des studios quand même modestes. Mais oui, on utilisait des capteurs de mouvement, donc vraiment la technologie qui est utilisée dans le film Avatar, avec une modélisation 3D de personnages. Fait qu'on a on a tout refait de A à Z nos 3 personnages marquants de l'histoire de l'Acadie, qui est Hortense Thugault, Napoléon Bourassa et le curé Crevier. Et tout ça qui dialogue ensemble, c'est comme une petite pièce de théâtre qui est placée dans une scénographie aussi de type muséal, mais qui permet au public d'en savoir plus, puis d'être aussi fasciné par ces personnages-là qui sont... qui ressemblent énormément à des humains, mais qui restent virtuels. Bon. Napoléon Bourassa, on le connaît un peu plus parce qu'il y a l'école au village qui porte le nom de M. Bourassa, mais les 2 autres personnages, on les connaît un peu moins. Comment on les a choisis, justement, ces personnages-là, pour créer, justement, cette histoire-là et nous expliquer un peu l'histoire de l'Acadie? Il y a deux trucs. Dans le fond, les personnages ont été choisis parce qu'il y avait des histoires quand même distinctes. Mais on avait aussi le désir qu'il y ait des points communs, surtout le presbytère, parce que c'est celui-là, en fait, qu'on met de l'avant, qu'on met en valeur. Mais chaque personnage marquant, en fait, nous permet d'aborder certains sujets. Comme Hortense, on l'expliquait, c'est un personnage féminin très important à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, ça nous permettait d'aborder un peu le sujet, le rôle de la femme à cette époque-là. L'enseignement aussi. L'enseignement, parce qu'elle a été enseignante. Puis c'est une personne, c'est une Européenne, en fait, qui s'est installée à l'Acadie également. Fait que le volet immigration aussi qu'il y avait eu dans ces époques-là. Il y a le curé Crevier qui nous permettait tout ce qui était vie au presbytère, l'occupation militaire, entre autres. Oui, oui, tout l'aspect des patriotes également. Il pouvait aborder les agrandissements qu'il y avait eu au presbytère, puis comment c'était perçu au point de vue de la religion. Bon. Exact. Puis après ça, Napoléon Bourassa, que vous connaissez... grand artiste. Puis il y a surtout le fait aussi que chaque personnage on devait avoir des archives, existantes, parce que la sculpture qui a été faite par l'équipe, les artistes, la sculpture numérique, qu'on appelle, c'est vraiment... dans le fond, ça part d'une photographie ou d'un tableau qui était existant, sinon on ne pouvait pas le faire. Exactement. Il a fallu construire une histoire autour de ça. Donc comment ça s'est fait, ce projet-là? On a travaillé avec... en fait, le collectif La Cargaison travaille avec divers artistes multidisciplinaires. Pour l'écriture, c'est Véronique Daudelin, qui est autrice et comédienne, qui a vraiment rédigé, qui s'est basée sur les recherches historiques que la Ville nous a fournies pour construire un récit fictif, parce qu'ils n'ont tous pas évolué au même temps, se sont pas réellement côtoyés. Le curé et Hortense, un peu, mais quand même, il a fallu qu'on brode une histoire inventée de tout ça. Fait que c'est vraiment le travail de l'artiste Véronique Daudelin, qui, après ça, a soumis le texte à moi, à la direction artistique. Puis après ça, on a travaillé avec les comédiens, puis après, arrimé avec les artistes 3D également. Oui.
C'est la première fois, je pense, ou en tout cas une des premières fois qu'on présente un tel projet à Saint-Jean-sur-Richelieu? Vraiment. Bien, à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est sûr que côté numérique, tout ça, il y a le musée du Richelieu, Oui. où il y a des écrans dans l'exposition, mais c'est des personnages, c'est des comédiens. Fait que je pense que c'est la première fois, oui, bien, à Saint-Jean-sur-Richelieu, en tout cas, oui, où on crée vraiment le personnage dès le départ, là, en petite boule de pâte à modeler. pâte à modeler. Là, comme on Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est assez intéressant de voir la façon dont on fait ça, là, parce que vous parliez d'une centaine de capteurs sur les personnages pour justement recréer les mouvements. Et tout Exactement, pour recréer l'articulation, pour qu'après ça, que les comédiens puissent... En fait, on aurait tout pu faire en studio sans la capture de mouvement, mais on trouvait ça intéressant aussi, puis ça facilite les étapes également, parce qu'on a justement... on n'a pas des studios comme Avatar, on n'est pas à autant de budget, disons. Fait que ça reste très limité. Fait qu'on a développé cette expertise-là puis cette technique-là avec toute la modernité qu'on pouvait avoir là, dans les logiciels. Bon, comment ça a été présenté d'abord, l'idée de faire ça et tout ça? Bon, c'est sûr qu'on voulait peut-être mettre de l'avant l'histoire de l'Acadie, mais la genèse de départ de ce projet-là? Bien, c'est sûr que nous, ça fait partie d'une entente de développement culturel. Donc, avec l'entente de développement culturel, la politique culturelle qu'on avait, on a fait un espèce de petit brainstorm. Notre but, c'était de modifier un peu l'espèce de visite qu'on avait au presbytère comme on la connaissait. Puis donc, en collaboration avec Patrimoine de l'Acadie, on s'est rencontrés, on a vu s'il y avait une ouverture pour ce genre de projet-là. Puis c'est sûr qu'en pensant innovation numérique, bien, on pense tout de suite à la cargaison. C'est eux les cerveaux créatifs de ce projet-là. Donc, eux nous ont amenés à penser à ce projet-là. Donc, sans eux, c'est sûr que nous, on n'était pas là, on n'avait pas nécessairement pensé à cette idée-là. C'est vraiment eux qui nous ont... Ça, l'émission, c'était de mettre en valeur des personnages, mais on ne savait pas comment. Oui. Puis, après ça, la technologie, puis la démarche de création, c'est joint. Et pour ceux qui ne sont jamais allés au président de l'Acadie, moi, je viens de là. C'est très beau. Et je pense que les gens qui vont se déplacer pour aller voir ce spectacle-là vont découvrir plein de choses. Parce que là, on est en train de recréer tout le patrimoine de l'Acadie. Le bureau de l'ancien docteur Lécuyer qui est au 2e étage. On va pouvoir voir les chambres des servantes, du curé de l'époque. On est en train de récupérer plein d'objets patrimoniaux de l'Acadie. Donc, c'est un très, très bel endroit, le presbytère. L'école aussi. On fait la petite école de Hortense. Donc, qui est recréé. Fait qu'il y a des liens un peu partout. Puis effectivement, ils ont créé des bulles temporelles magnifiques, authentiques, magnifiques. Fait que juste de rentrer dans le presbytère, je pense que le citoyen le spectateur a un sentiment d'être enrichi de cette époque-là. Exactement. Vous en faisiez mention, la cargaison, là, où vous êtes de plus en plus connu, vous êtes établi pour ce genre de choses. Peut-être nous parler un peu des projets que vous faites. Là. Comment d'abord c'est né cette volonté-là de faire ce genre de représentation là, 3D là, vous en faites de plus en plus, d'ailleurs, de ça. Oui, tout à fait. En fait, on a fait l'acquisition de 2 kits Rococo. Fait que c'est vraiment cette marque-là qu'on a acheté. Puis nous, évidemment, on cherche des projets pour développer. On est vraiment dans la recherche, l'innovation, mais la création. Fait que ça mène toujours à un projet. Et on a un peu comme le mandat de faire toujours des choses qu'on n'a jamais fait, de justement pousser, parce que le travail de recherche est super important. Et ça s'est un peu arrimé ensemble. Quand on discutait, on voulait mettre en perspective des personnages. Puis là, nous, on a dit, on a nos MetaHuman, fait qu'on a jumelé, en fait, notre besoin. Puis avec notre idée, notre besoin de création, nous, de notre côté. Puis, par la suite, on sait que cette technologie-là, on l'apprivoise encore, là, parce que ça reste que c'était un banc d'essai technologique avec une première réalisation, mais justement, on est déjà en train de modéliser des nouveaux personnages historiques, de travailler, d'aller encore plus loin dans cette technologie-là, qui ramène l'humain quand même avec le comédien et la technologie nouvelle. Donc, ça pourrait faire des petits, ce projet-là. C'est sûr, ça fait déjà des petits. Ah oui, déjà? Bon. Mais justement, je peux peut-être en parler. Oui. On a une projection à Noël qui va avoir lieu à la cathédrale. Et on a un plateau double entre Noël et on a aussi une expérience Félix Gabriel Marchand et Joséphine Marchand d'Endurant qui s'appelle De père en fille. Donc, il va y avoir une courte expérience avec la grande expérience de Noël
qui va être une commémoration sur ces deux personnages-là historiques. Et nous les avons déjà retravaillés en 3 dimensions, donc en avatar, pour être capable de les animer. Fait qu'ils vont faire partie de notre prochaine production. Puis éventuellement, évidemment, on va pouvoir en ajouter. Là. Oui, parce que c'est une belle façon de faire connaître l'histoire, parce que Saint-Jean-sur-Richelieu a une histoire. On est une ville militaire. Il y a beaucoup, beaucoup de richesses au niveau patrimoine à Saint-Jean. Et je pense que c'est une très, très bonne façon, je pense, de faire connaître ce patrimoine-là et surtout d'attirer une jeune clientèle, comme vous le mentionnez, parce que c'est une technique qui va attirer les jeunes, je pense, même si les personnages datent quand même de plusieurs années, mais je pense que les jeunes vont apprécier. Mais on se rapproche du film d'animation, donc c'est certain que visuellement, c'est attrayant, mais c'est autant les jeunes et les moins jeunes, parce que justement, il y a quelque chose d'entre les deux. On n'est pas dans le cartoon, on est entre le hyper-réalisme et dessiné. Fait que... C'est super dynamique. Puis aussi, le mix des deux, moi, je trouve l'authenticité de l'époque et tout ça. Puis le nouveau, le numérique, je trouve que le mix des deux est le fun et fascinant. Donc, ça apporte aussi une nouvelle vision puis qui sera intéressante, oui, pour tous les différents publics. Mais je pense que ça va ce projet-là, là, au presbytère, ça va intéresser les jeunes qui vont à l'école, parce qu'ils vont à l'école Napoléon Bourassa, mais ils ne savent pas nécessairement c'est qui Napoléon Bourassa. Donc, peut-être que ça va les intéresser en disant « Ah oui, c'est qui? » Et puis, ils vont découvrir qui était ce personnage qui a été très important. Bien sûr. On invite les écoles sans problème. patrimoineacadie.com, vous pouvez les contacter, puis on fera une visite sans problème. C'est vrai que ça fait une très belle sortie scolaire. Oui. Je voudrais prendre 2 minutes parce que je sais qu'il y a un projet qui s'en vient et comme cette musique-là vient me chercher parce que c'est à peu près mon âge. Oui, le spectacle Hommage à Montand qui s'en vient là, très bientôt. Oui, c'est Atlas, le groupe qui est invité. Et c'est vraiment, excusez-moi le terme, le capoté. On a les musiciens en live, je ne sais plus qui sont combien, mais ils sont vraiment nombreux et extrêmement talentueux. Et nous, on fait de la projection, VJing. Fait qu'on a l'impression d'être au Centre Bell, mais on est dans la cathédrale. La dernière expérience qu'on a faite, c'était avec les Beatles, hommage aux Beatles avec Sgt. Pepper. Et ce fut un franc succès. Ça dansait. On rock la cathédrale, pas à peu près. Les gens se lèvent et toute l'allée devient une piste de danse. On a même un bar qui va être installé. Fait que c'est une soirée assez inoubliable. Il reste encore des billets, mais je sais que ça s'envole rapidement. Fait que j'invite les gens à se procurer ça. Mais c'est vraiment une expérience, je crois, je dis Centre Bell, mais tu sais, Centre Bell cathédrale. Fait qu'il faut vraiment l'imaginer, il faut le vivre pour comprendre. Ouais, c'est le 20 septembre, hein? Le 20 septembre. Oui, bien hâte de voir ça. Bien hâte de voir ça. Bien, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce projet-là. C'est vraiment fort intéressant et j'invite les gens à vraiment y aller. C'est vraiment quelque chose de très bien. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ça complète cette édition de Tribune TVHR. On se retrouve à la prochaine, mesdames et messieurs. Au revoir.